je trouvais important aujourd'hui, moi, de faire une conférence avec Mathieu, dans le sens que, pour moi, Mathieu, c'est un ambassadeur des Janois. C'est un gars qui a participé aux 2 premières saisons avec nous autres des Janois. Moi aussi, c'est un jeune que j'ai coaché pendant 5-6 ans. Là. Je l'ai eu à partir du Bantam 3A. Ben, dans le temps, c'était du 2A. Là. Puis on a évolué ensemble un peu là, à aller jusqu'au collégial. C'est un jeune qui a passé à la même place que vous autres. C'est un gars qui a étudié dans le même cégep que vous. C'est un gars qui avait des ambitions et qui a réussi à les réaliser, peu importe le chemin qu'il a passé. Fait que je trouvais intéressant qu'on puisse jaser avec Matt un peu. Fait que Matt, je vais te laisser te présenter quand même un peu, là. Puis après ça, là, on va commencer avec une couple de questions. Excellent. Ben, en tout cas, merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. Comme tu as dit, il y a certains joueurs de ton équipe effective cette année que je connais puis, pour avoir coaché il y a quelques années. Donc, oui, c'est ça. Mathieu Tremblay, j'ai 29 ans. Je viens de Chicoutimi. Présentement, je suis à ma 5e saison professionnelle en France. C'était un rêve que j'avais quand j'étais jeune de gagner ma vie avec ma passion, avec le hockey. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de le faire, malgré que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma carrière, beaucoup de déceptions et tout ça. Ben, comme tu as dit, j'ai eu un cheminement pas comme les autres, mais j'ai réussi à arriver où je suis aujourd'hui. Puis j'en suis peu fier de ça. OK. Ben, écoute, on va justement, tu parles un peu là, d'être comme ça de ta carrière professionnelle, mais si on commence à avancer un peu, là, j'aimerais ça que, tu sais, question vraiment de démontrer aux gars là, qu'à la limite, là, que tu as passé vraiment par le même chemin qu'eux autres. Fais-nous un genre de petit résumé un peu de ton parcours que tu as eu là, régional. Là. Même à partir, parle-nous ça de l'atome un peu, vraiment, là, tous les calibres que tu as joués, puis un petit peu comment ça s'est passé dans ta carrière, là, aller jusqu'au collégial, si on veut. Là. OK, ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'étais un gars de Chicoutimi, comme j'ai dit, puis j'ai commencé à Atome ici. J'ai fait mon mail novice à Atome ici. J'ai fait partie de la première édition de l'équipe Pee-Wee 2A du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'était la première fois qu'il y avait du 2A dans la région au niveau du Pee-Wee. Donc, j'ai fait partie de cette équipe-là, Pee-Wee 2A. J'ai joué ma 2e année Pee-Wee, dans le fond, à Pee-Wee 2A. Ensuite de ça, j'ai été retranché à ma première année Bantam 2A. Donc, tu t'en rappelles très bien, je pense. J'étais allé jouer Bantam 2C avec les Saguenay-Chicoutimi. J'ai fini meilleur recrue de l'année. Puis tout ça. Puis l'année d'après, j'ai évolué pour toi Bantam 2A avec les avantages numériques, les espoirs avantages numériques. Une très belle année qu'on a vécue là-bas à Saint-Bruno. Avec Christian. Avec Christian, effectivement, oui. Ensuite de ça, j'ai fait le saut midget 3 directement l'année d'après. Également avec toi qui étais là comme adjoint. Donc, ça a été ma première année midget 3. J'ai été repêché par les Tigres de Victoriaville, 5e ronde cette année-là. Ensuite de ça, à 16 ans, j'ai joué ma 2e année midget 3, également avec toi. Par la suite, là, j'ai fait le saut junior 3 avec le feu multiconcessionnaire de Saint-Félicien. Ça a été une année quand même. Ça serait à refaire, je n'irais peut-être pas là. Mais regarde, j'ai été retranché avec les Tigres de Victoriaville cette année-là à 17 ans. Puis c'était l'option qui se présentait. J'avais beaucoup de chums qui étaient là, que j'avais joué midget 3, donc j'ai décidé d'y aller. Puis l'année d'après, vous m'avez approché, le collégial, toi et le collégial, là, pour votre année zéro, comme on disait dans ce temps, pour partir ça, cette ligue-là en beauté. Puis, c'est ça, j'ai embarqué avec toi dans ce défi-là, dans ce beau projet-là. Puis tous les gars les gars de la région avec qui on avait joué midget 3, tout ça. Puis j'ai fait ça 2 ans là. Puis c'est ça, on va m'arrêter là. Écoute, c'est le fun parce qu'en même temps, tu sais, j'aime quand tu dis que tu es venu m'aider à décoller le projet un peu parce que tu sais, souvent, je t'ai nommé ambassadeur. À un moment donné, on a fait une cérémonie où je t'ai nommé ambassadeur. Puis, tu sais, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a eu un impact sur l'organisation qui a passé. Tu sais, je pense que si au début, quand on a décollé l'équipe à Alma collégiale, ça prenait vraiment une équipe compétitive en région éloignée tout de suite en commençant pour être capable de faire notre nom au Québec puis d'attirer des bons joueurs. Puis honnêtement, je pense que tu as été vraiment le cœur de ce que j'avais réussi à amener. Tu as été le capitaine aussi avec nous autres des Janois. Puis tu sais, pour moi, on se connaissait, ça faisait longtemps, qu'on a été capable de bâtir de quoi d'intéressant. Mais moi, au-delà de ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les années avec les élites parce que je les ai vraiment vécues avec toi. Puis je pense que tous les gars qui ont joué au midget 3, on sait que c'est un calibre qui est très difficile. Tu
tu as eu le tremplin aussi avec ton repêchage junior majeur. Mettons là, qu'on revient un peu en arrière. Là. À 15 ans, quand je t'ai eu, tu as eu une bonne saison, midget 3. On avait quand même eu une belle année à 15 ans. Puis tu avais été repêché par les Tigres. C'est quoi qui a fait en sorte, mettons, que l'expérience que tu as eue, parle-nous de tes 2 camps au junior majeur. Ton premier camp que tu savais à la limite quand tu es allé à 16 ans que tu ne le ferais pas, que tu allais revenir avec nous, versus le deuxième camp que tu as fait à 17 ans, où ce que là, je te connais, tu étais entraîné comme une machine, tu t'en allais là pour faire l'équipe, versus la déception que tu as pu vivre après ça. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Puis c'est vrai que ça a été deux camps, 2 expériences très différentes. Comme tu as dit, là, à 15 ans, je m'en allais là. Puis moi, je m'en allais au camp de jour. Là, je ne connaissais pas c'était quoi. Puis je savais que j'allais jamais faire l'effectif cette année-là, c'était sûr. Mais j'avais pris ça comme un beau défi. Je m'étais entraîné. Quand tu te fais repêcher, tu as toujours envie de faire partie tout de suite de la Ligue puis de jouer dans la Ligue tout de suite l'année d'après. Fait que, je m'étais entraîné comme un fou. J'étais arrivé là-bas, puis j'avais causé des surprises quand même. J'étais le seul joueur de 16 ans au camp d'entraînement. Les autres, c'était tous des gars de 17 ans et plus, donc j'étais le seul. Puis ça a super bien été. J'ai les tests physiques, les gars, c'est un peu les tests physiques qui ont fait que les gars sont venus plus vers moi aussi pour me connaître parce que j'avais fait des très beaux tests physiques. Puis ça m'a mis en confiance, ça m'a aidé. Puis le camp s'est bien déroulé, ça s'est super bien passé. Puis ça a été une décision en fin de camp là, entre moi et un joueur. Puis finalement, ils ont décidé de prendre l'autre joueur. Mais c'était une déception, oui, parce que moi, j'avais fait un beau camp, puis plus ça avançait, plus ça allait, puis j'y croyais. Puis d'un autre côté, c'était de retourner midget 3. C'était quand même. Ils m'ont bien vendu le truc aussi. C'était genre, Matt, tu t'en vas midget 3, tu vas avoir un gros rôle là-bas et tout ça. Donc, j'ai eu une belle opportunité de dire, regarde, c'est beau, ils ont confiance en moi. Ils ne me laissent pas partir midget 3 sans vraiment dire, regarde, on t'a retranché pour te retrancher. Là. Et il avait vraiment aimé ce que j'avais fait. Donc, je suis parti là-bas, puis j'étais très content. J'étais arrivé midget 3, j'ai été nommé capitaine cette année-là, ma deuxième année. Comme tu as dit tout à l'heure, ma première année à 15 ans, j'avais connu quand même une bonne saison avec les gars. J'avais fait 42 points, je me sens bien à 15 ans. Donc, arrivé à 16 ans, tu veux pas, tu es nommé capitaine, tu te mets de la pression, tu viens de descendre de ton camp junior majeur et tout ça. Ça n'a pas été la même saison, je dirais. Ça a été plus difficile. De l'autre côté, on avait aussi un nouvel entraîneur-chef au nom de Claude Bouchard. Donc, ça a été compliqué aussi avec lui, puisque je pense qu'il y avait une certaine relation avec Yannick Jean, qui était en chef à Victoriaville à ce moment-là. Puis, il me l'a donné quand même tough. Puis, ça a été une saison que j'ai quand même forgé mon caractère et tout ça, parce que ça n'a quand même pas été facile. Mais quand je suis parti de cette année-là à m'en aller à Victo à mon camp à 17, j'avais vécu quand même des déceptions dans cette année-là parce qu'à Noël, j'étais supposé partir avec Victo pour passer le temps des fêtes là-bas, pratiquer, jouer des matchs. Puis je m'étais blessé genre la dernière game avant le congé de Noël, donc j'ai pas pu y aller. Puis, dernier match des playoffs à cette année-là, je me blesse. Puis, le DG de Victoriaville, Jérôme Maisonero, était descendu pour voir la game. Puis, après la game, on s'est parlé. Il m'avait dit c'est plate que tu sois blessé parce que si vous perdiez aujourd'hui ce qu'on avait fait, on avait perdu. Il dit je te montais avec moi à Victoriaville pour finir la saison. Mais là, j'étais blessé encore une fois, donc je n'ai pas pu le faire. Donc, c'était plein de petites choses comme ça qui ont mis beaucoup de déceptions puis beaucoup d'échecs. Mais regarde, je suis parti au camp au mois d'août avec le couteau dans les dents. Puis c'est ça, il y avait un changement d'entraîneur. C'était Yannick Jean qui était là comme nouveau coach, puis tout ça. Puis j'ai été repêché genre, dans les 10 premiers. Donc, ça a été un bon coup de poing en face. Puis c'est là que je suis parti Junior 3 à Saint-Félicien là, pour mon année 17. Tu sais, y a-tu un élément que tu juges justement dans ces 2 années-là, midget 3, qui fait en sorte que ton rêve un peu a pris un autre chemin dans le sens que après ta saison de 15 ans, c'est moi qui étais ton entraîneur-chef aux élites. On avait une super belle saison. À 15 ans, je pense que tu faisais partie des meilleurs 15 ans au Québec. Repêchant en 5e ronde, à l'époque, si on se rappelle, les joueurs de 15 ans ne pouvaient pas être repêchés à partir de la 6e. Ça veut dire que c'était exceptionnel que tu aies sorti dans les 5 premières rondes.
Puis après ça, l'année d'après, justement, tu parles de Claude qui est arrivé. Je l'ai vécu avec toi un peu. Là. Écoute, j'ai vu par où tu as passé. C'était vraiment pas facile. Y a-tu une situation ou un élément que tu juges que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que ça a viré comme ça? Hey, bonne question, Tu es un ça. joueur offensif, Matt, OK? Puis écoute, on va dire les vraies choses. Quand tu es revenu de Victo, le mandat que Victo avait donné aux élites, c'était de faire un bon centre défensif avec toi. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'avais de la misère avec ce concept-là parce que je te connaissais depuis des années. Puis tu l'as vu quand tu es revenu avec moi collégial, ça n'a pas été long que tu es retourné à l'aile. Puis on t'a mis dans un rôle offensif. Puis tu as fait 74 points. Je croyais Ouais. pas dans ce sens-là. Mais tu penses-tu que cette étiquette-là que tu t'es fait mettre, parce que on dit souvent que les entraîneurs, on met des étiquettes à des jeunes, puis on n'enlève pas cette étiquette-là, puis on veut qu'il, c'est un gars de 4, c'est un gars qui va rester là, ou on ne donne pas la chance justement aux jeunes de. Peut-être aujourd'hui, on laisse plus la chance de jouer du hockey un peu, mais à l'époque, c'était vraiment plus un rôle défensif. Tu ne seras pas capable d'amener d'autres choses. Tu penses-tu que le fait qu'il t'ait mis cette étiquette-là, ça t'a nuit? Ben, c'est ça. Je suis là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, tout à l'heure, quand je te disais que j'étais revenu à Saint-Jean, j'avais de la pression et tout ça. Tu sais, c'est un peu dans cette optique-là aussi. Là. Tu sais, je me souviens très bien de la discussion que j'avais eue quand je me suis fait retrancher. Puis, j'étais arrivé dans le bureau avec Claude Bouchard à mon premier meeting quand je suis revenu. Je te nomme capitaine, mais tu sais, tu vas montrer l'exemple cette année. Les consignes que j'ai eues, comme tu as dit, c'était faut que tu sois un gars défensif, faut que tu prennes. Tu sais, il m'avait demandé de prendre 20 livres durant mon année. Hey, tabarnak, je pèse 140 livres mouillés, là, puis c'est ce qui fait ma force, ma vitesse. Il ne vient pas me demander de prendre 120 livres pour un style de joueur défensif de troisième ligne. Tu sais, ça ne marchait pas. Puis c'est vrai que ça a été très difficile cette année-là parce qu'à chaque match, je me posais des questions, savoir je suis dans la bonne. Est-ce que je fais les bonnes choses? Tu sais, mais j'avais comme perdu mes repères un petit peu. Puis, je pense que c'est un des points qui a fait que cette année-là, ça a été une année creuse pour moi dans ma carrière. Puis quand tu parles, tu dis que tu as perdu tes repères. À la limite, si on repose une autre question, c'est quoi qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu as repris ces repères-là puis que tu es rendu professionnel quand même en Europe? Là? Ben, tu sais, je veux pas. C'est drôle à dire, mais tu sais, je veux pas. Mon expérience que j'ai vécue avec toi collégiale, là, ça a été une année surtout ma première année collégiale. J'arrivais du junior 3A, que c'était une année comme ci, comme ça. J'avais fait 18 points, je pense, en 40 games junior 3A. J'ai même pas été à mon invitation, à mon camp à Victo, à ma troisième opportunité, si je peux dire. J'ai décidé de refuser. J'étais trop frustré, tout ça. Puis, je suis arrivé avec collégial chez vous. J'ai éclosé. J'ai fait, comme tu dis, une année de 73 points en 35 matchs, je pense. Ça a été une année incroyable. T'sais. On a vécu une année de fou avec les gars. C'était débile. On avait une gang incroyable. Puis, c'est là que j'ai recommencé. J'ai repris le goût. J'ai repris envie. J'ai repris le goût d'y croire, si on peut dire. Puis, après, ça a été une année aussi plutôt plus difficile l'année d'après collégiale aussi parce que j'avais de la pression. Puis, je voulais faire le saut en Europe de l'année suivante. Fait que, je me mettais de pression. Ça n'a peut-être pas été comme je voulais. Mais après cette année-là, il y a eu des déceptions aussi parce que l'opportunité en Europe ne s'est pas présentée pour moi. Puis, il a fallu que là, je me remette beaucoup en question là, sur qu'est-ce que je voulais faire. Parce que, on ne se cacherait pas que je n'étais pas un élève à l'école. Je n'étais pas un élève. Ouais, on va en venir A1. tantôt, ça, je l'ai dans mes points Okay. importants à parler tantôt, Matt. C'est beau. Mais juste pour faire un lien, j'aime ce que tu es en train de dire un peu, ça me fait allumer sur quelque chose. Tu sais, souvent, puis cette année, je le vis avec ma gang qu'on a présentement, j'ai eu beaucoup de deuxième année. Puis là, je t'écoute parler. À 15 ans, midget 3, super belle saison. À ta deuxième année, plus difficile, tu t'es mis une pression, ça n'a pas fonctionné. Première année collégiale, 74 points. Deuxième année, plus dur un peu, tu t'es mis une pression, tu pensais que ça allait être plus facile. Puis ça, présentement, c'est le syndrome de la deuxième année. Puis présentement, je n'en parle à mes gars parce que j'en ai beaucoup. Des fois, on s'attend que, vu que c'est notre deuxième année, que ça va être facile, puis qu'automatiquement, sans travailler, ou c'était pas ton cas, parce que tu travaillais tout le temps, mais on a des attentes, puis on pense tellement statistique que là, on vient, qu'on cherche, puis notre deuxième saison, des fois, est plus difficile. Puis là, des fois, la troisième, ça se replace. Tu aurais quoi comme message à donner à tous mes gars, à la limite, mes vétérans, que des fois, le fameux syndrome de la deuxième année, puis on le voit à NHL, on a des jeunes qui arrivent, des fois, à leur première année, sont super bons, puis à la deuxième année, c'est plus difficile, puis as-tu une réponse ou Christian, même affaire un peu de ton côté, tu l'as vécu aussi?
y a-t-il un élément qui fait en sorte que, justement, ta deuxième saison-là, cette espèce de syndrome-là, y a-t-il une façon que vous pourriez conseiller les gars de l'éviter ou de faire attention? Moi, je me rappelle, justement, j'ai rentré junior à 17 ans, puis j'ai mangé mon pain noir à 17 ans. Puis à 18 ans, je pensais que là, j'allais avoir du power play, j'allais avoir. Mais non, je suis le même joueur qu'à 17 ans, finalement. Puis les gars qui arrivent en arrière de ça, les 16-17 ans sont bons, là, puis les autres sont améliorés aussi. Fait que, veux pas. Si tu penses que c'est plus facile, ben non, il faut que tu travailles plus fort justement pour montrer que tu t'es amélioré puis que ton spot, là, ben, c'est plus ça à 3, c'est ça à 2 ou que, justement, tu veux. Je vais l'avoir mon spot sur le pipi, puis, sur le piqué, je vais travailler pour ça, puis je vais gagner mon face-off, puis même à 20 ans, à un moment donné, je suis arrivé à 20 ans, il y en a 3 par équipe. Tu te dis, bon, normalement, à 20 ans, c'est là que les gars explosent, mais au début, là, les 2-3 premières semaines, j'ai mangé ça chaud, puis, le coach avait bien fait aussi de, justement, tu es un leader, fait que agis comme un leader, puis travaille, des fois, c'est ça, on se demande pourquoi ça va pas bien, mais tu te rends compte que finalement, tu fais à moitié des choses correctes, puis l'autre, c'est pas trop qu'est-ce que le coach demande, qu'est-ce que le coach veut, puis là, après ça, ben, là, tu te poses des questions, puis au lieu de jouer, ben, tu fais juste penser. Fait que, moi, la seule affaire que je peux dire, c'est le travail, puis c'est des petits détails. Là, à un moment donné, tu le dis tout le temps, puis c'est vrai, là, c'est ça. Des fois, c'est en préparation, des fois, on pense trop, on pense que ça va être facile, mais quand tu te prépares mal en partant, puis tu penses que ça va être facile, ben t'es fait. Puis m'a dire, là, regarde, nos jeunes sont rentrés cette année, ils sont bons. Puis l'année passée, dans la ligue, là, ils avaient des bons 17 ans, puis ils travaillaient. Puis c'est ça, il faut tout le temps que tu sois sur la coche parce qu'il y en a un autre qui va prendre ta place, là, ça, c'est sûr. Ben, là-dessus, je suis d'accord avec Chris en crime là-dessus. Là. C'est exactement ça. Pour parler de moi, à mon année 18, comme tu dis, j'ai vécu une année de fou avec 74 points en 35 games. J'arrive l'année d'après, je vais le dire, là, j'étais cocky. Là. J'étais cocky puis j'étais le king de la ligue là, à ce moment-là. Là. Je m'en fous de le dire aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était pas de même que je devais me comporter, c'était pas de même que je devais agir. Mais j'avais 19 ans, c'était ma deuxième année dans la ligue. Puis là, c'était la première année en plus, c'était la première année officielle. Donc, moi, j'étais là, wow. L'année d'avant, j'ai gagné le joueur le plus excellent de la ligue, tout ça. J'avais une mentalité que aujourd'hui, je ne ferais pas comme ça parce que je sais que c'est pas de la manière d'agir en tant que professionnel, en tant que joueur de hockey. Puis quand tu veux progresser, tu veux t'améliorer, c'est pas de la manière que tu dois agir. Surtout que j'avais le C du capitaine à ce moment-là. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est comme Christian dit, c'est qu'il faut que tu travailles. Quand tu penses que tu travailles, on regarde vraiment les bonnes statistiques et non juste la colonne des buts et des assists. À un moment donné, les bonnes statistiques vont prouver vraiment qu'est-ce que tu fais de bon durant un match. Tes plus et moins, tes bloqués, les shots, les hits, ces affaires de même. À un moment donné, il faut que tu regardes les bonnes choses. Puis je pense qu'à ce moment-là, à 19 ans, à ma deuxième saison, je regardais rien que mes buts, mes assists, puis je me collissais bien du reste. Puis je pense que c'est le conseil que je peux donner aujourd'hui, ben c'est genre, t'es pas là pour être le king, t'es là pour montrer l'exemple, surtout quand t'es un deuxième année. Puis je pense que la meilleure chose à faire pour ton équipe, pour le collectif de ton équipe, c'est de montrer l'exemple sur les bonnes choses. Puis quand tu vas travailler en faisant ça, ben les buts et les assists vont venir. Ça, quand on parle de la deuxième année, j'aime quand tu dis justement que tu étais cocky un peu. Tu te rappelles l'article que j'avais sorti dans le journal où je t'avais quand même planté solidement, je ne me rappelle plus, mais j'avais comme dit une affaire, ça va être le temps qu'il arrête d'être beau, mais qu'il soit bon. Exact. Puis je pense que tu avais un match de 5 points, je pense, après ça, qu'on avait gagné à Saint-Laurent. Puis tu me connais, de toute façon, c'était pas méchant, je te connaissais, je savais que je pouvais te réveiller comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus planter mes gars dans le journal comme ça parce que, d'après moi, j'irais en cours si je ferais ça. Là, mais à l'époque, on pouvait te brasser un peu. Mais j'aime ce que vous avez amené, les gars. Puis ce que j'aime, en gros, ce que je résume de ça, c'est
les statistiques, c'est une chose, mais ça ne prouve pas la qualité d'un joueur. Puis j'ai aimé le commentaire que Marc-Antoine Roussel a écrit aussi, c'est que quand tu es d'une zone de confort, quand c'est trop facile, c'est parce que tu es mort. Quand tu es assis là, puis tu penses que ça va être facile, c'est justement là, surtout dans des calibres comme ça, où tu as tout le temps quelqu'un qui veut prendre ta place. Je pense que c'est une lutte qui est saine au niveau d'une équipe aussi. Tout le monde veut amener son meilleur à l'équipe. Puis je pense que tu l'as vécu, Christian l'a vécu, puis je suis convaincu qu'on ferait le tour de bien des joueurs qui ont eu une belle carrière. Puis je pense que cette espèce de syndrome-là, où on pense que ça va être facile, où on est dans une zone de confort, on frappe tout un mur. Moi, je le vois d'année en année avec mes joueurs, que ce soit Marc-Antoine Massé, Mathieu Blanchette. Les bons joueurs offensifs qu'on a eus, ils ont tous passé par là aussi. Le Michael Gagnon, il est arrivé avec nous autres à sa première demi-saison. Je pense qu'il a fait 2 buts en 20 matchs. Puis l'année d'après, il a battu ton record, il a fait 76 points. Fait mais il y a tout le temps une transition à faire un peu, puis je pense que c'est intéressant. J'aimerais juste faire un dernier petit lien sur l'aspect capitaine. Parce que tu as dit, à ta 2e année avec les Janois, tu étais capitaine, puis tu n'aimais pas ton attitude, la façon que tu t'es comporté. Je t'ai eu capitaine avec les élites aussi, où ça a toujours tombé sur ta 2e année, ton année difficile. Tu juges-tu que le fait d'avoir eu le C, ça a joué aussi, ou c'était vraiment juste un focus là, de performance, de statistiques, ou le fait d'avoir le C, ça a aussi joué sur une pression? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je l'ai vécu aussi dans mon expérience professionnelle là, avec Cholet, les Dogs de Cholet. Ma première année en Division 1, j'étais joueur de l'effectif sans lettres et tout ça, à ma première année en D1. Puis l'année d'après, j'ai été nommé capitaine aussi. Donc, c'est quand même ressemblant aussi à les expériences que j'ai vécues, midget 3 et collégial. Je suis quelqu'un qui se met quand même beaucoup de pression. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup la perfection aussi. Puis en ayant le C comme capitaine, je suis quelqu'un qui cherche à vouloir vraiment que tout le monde performe pour le mieux. Puis en faisant ça, je me mets trop de pression vis-à-vis. Si lui ne fait pas ça, ça va être à moi de le faire. Ou si lui ne fait pas ça, il faut que je fasse en sorte qu'il sache qu'il faut qu'il fasse ça. Je me mets beaucoup de pression de ce côté-là. Puis, j'ai rencontré quelqu'un à Cholet qui m'a aidé beaucoup là-dessus durant ma saison. Puis, ça a eu un gros impact là, sur le changement qu'il y a eu après Noël et tout ça dans les playoffs. Puis, ça m'a aidé beaucoup parce que oui, comme tu as dit, midget 3, collégial, c'était très ressemblant là, vis-à-vis ma première et ma 2e année vis-à-vis le rôle de capitaine. Puis, je savais dans qu'est-ce que je m'embarquais à Cholet. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Puis, aujourd'hui, je peux dire que j'ai agi différemment, puis je me mets beaucoup moins de pression là, avec ce rôle-là. Juste te faire une parenthèse comme ça, ton année capitaine avec les Janois, moi je suis quand même fier du travail que tu as fait. Contrairement à Claude Bouchard qui t'avait carrément annoncé dans le vestiaire devant tout le monde que tu étais le pire capitaine de l'histoire des élites de Jonquière. Oui, effectivement, je me rappelle très bien. Tu sais, quand tu dis que tu as eu ça dur, moi, tu sais, je veux dire, on ne commencera pas à embarquer dans ça parce que des anecdotes sur cette saison-là, on en aurait beaucoup. Mais, tu sais, moi, je te connaissais, ça fait longtemps. J'étais un jeune coach, je commence, je suis adjoint à Claude. Le voir rentrer après la 2e période dans le vestiaire et dire à Mathieu Tremblay, tu es le pire capitaine de l'histoire des élites de Jonquière. Je me mettais à ta place à ce moment-là, puis tu n'es pas prêt, tu n'as pas la maturité à faire face à une critique comme ça. Puis, tu sais, je pense que c'est tout ça un peu qui fait en sorte aussi que ta saison a été difficile, ta confiance a été ébranlée. Puis, tu sais, je suis content aussi de voir de la façon en homme que tu as réussi à te sortir de tout ça parce que, tu sais, la saison, quand même, tu n'as jamais abandonné là-dedans, puis tu as réussi à sortir fort de ça. Oui. Surtout venant. Des fois, il y aurait des questions là, à Mathieu au niveau là, de sa carrière régionale un peu, là, de ce qu'on vient de parler un peu. Y a-t-il des petites questions que vous auriez à y poser? Marc-Antoine, même affaire aussi. Y a-t-il des gars, là, Christian, y a-t-il des gars qui auraient des questions à Matt là-dessus? Moi, ce que je trouve malade de Matt, c'est que là, on parle de l'Europe, OK, mais là, il a joué collégial. Mais après ça, tu as fait quoi, Matt? Tu as joué junior 2A, je pense, une saison? Oui, bien c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, je me suis stoppé un peu dans ma lancée. Mais ouais, collégial, après mes 2 années collégiales, mon objectif, c'était d'aller en Europe. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je me suis beaucoup remis en question. Puis, j'ai décidé de commencer un bac en éducation physique à l'Université de Chicoutimi. Puis, en faisant ça, c'était comme où je vais jouer, là. Je joue, là, j'ai fini mon collégial. Je fais quoi, là? Il n'y a plus de junior 2A dans la région pour jouer mon année 20 ans. Fait que quand j'ai fini mon année 19, j'ai été jouer junior 2A avec les Saguenay-Chicoutimi. Donc, j'ai joué 2 ans. J'ai joué mon année 20 ans. J'ai joué mon année 21.
Donc, en faisant mon bac en éduc, en commençant à coacher aussi au niveau des espoirs, là, puis U2A, tout ça. Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi, dans ma vie, quand j'ai sorti de mon collégial, puis que c'était fini de dire que l'Europe, c'est pas possible, je commence mon bac. Mais tu sais, moi, c'était ça. Je vais faire mes études, puis au bout de 4 ans, je vais devenir prof d'éduc, tu sais. Fait que c'était ça. Puis, finalement, au bout de mes 2 années de junior 2A avec les Saguenayens, il y a une opportunité qui s'est présentée avec les Marquis de Jonquière à la Ligue nord-américaine. Puis, ils m'ont offert d'aller remplacer à mes 21 ans, d'aller remplacer un match demain. Je suis allé. Je n'ai pas joué un crise de chiffre, j'étais sur le banc, mais j'ai fait 100 piastres. Ça ne me dérangeait pas. Puis c'était comme ça. Puis finalement, ça s'est arrêté là. Fait que moi, j'ai continué mes études. J'ai arrêté de jouer au hockey compétition. Je jouais dans la Ligue de garage avec mes chums pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, l'opportunité s'est présentée pour vrai. Ils m'ont invité à leur camp d'entraînement avec les Marquis. Donc, quand je parle de ça, c'est les Marquis. Fait que je suis allé là, je me suis entraîné comme un débile parce que le hockey de compétition me manquait vraiment. C'était pas parce que je voulais faire une carrière, c'était vraiment juste parce que ça me manquait. Puis les défis au niveau du hockey me manquaient. Fait que je me suis lancé là-dessus. J'ai dit, regarde, je vais y aller, je vais le faire, je vais m'entraîner, puis on verra ce qui arrive. Si ça marche pas, c'est pas pire que ça. Puis drôle de coïncidence, c'était Claude Bouchard le coach. Fait que j'arrive au camp d'entraînement, puis ça se passe trop bien. Un camp d'entraînement super. Claude, à la fin du camp, il vient me voir, puis il dit, regarde, il dit, quand tu forces la main d'un coach, je peux pas te couper, là. Fait que, il dit, tu fais partie de l'effectif. Fait que j'ai commencé la saison là, puis au bout d'une dizaine de games, certains joueurs venaient de blessures, tout ça. Fait que, tu sais, je veux pas, vis-à-vis de ces gars-là, à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas un joueur incroyable pour la Ligue, là. Fait que, tu sais, j'avais fait mon petit bout de chemin, mais l'entonnoir rétrécissait un petit peu parce que les joueurs venaient et il y avait de moins en moins de rôle pour moi. Fait que il y a un gars qui jouait avec moi à ce moment-là, Gaby Rock, qui lui coachait Senior 3 à Saint-Cyril de Wendover, dans la Ligue senior de la Mauricie. Puis c'est là qu'il m'a dit, garde Matt, ton temps de jeu ici est en train de baisser. T'attendrais-tu de venir tester chez nous, venir jouer une coupe de game, voir comment si ça te va, tu sais, on paye tes dépenses, puis tout ça. Fait que je suis allé, puis finalement, j'ai fini l'année avec eux autres, puis c'est cette année-là, vraiment, ma demi-saison avec les Marquis, puis ma demi-saison avec Saint-Cyril, qui m'ont ouvert les portes là, pour le saut en Europe. Ça me fait rire, Mathieu, parce que on va faire en même temps le lien avec le côté académique un peu, parce que pour faire un résumé, moi, je t'ai connu, tu étais en secondaire 2 ou 3, je pense, quand j'ai commencé à te coacher. Puis, à l'école, tu n'étais pas le meilleur de la classe. Tu travaillais fort, mais c'était difficile. Mais je veux dire, tu n'as jamais abandonné. Puis je me souviens, je vais toujours me rappeler une phrase que ton père me dit à un moment donné. Ton père, j'avais une super bonne relation avec lui. Quand je t'amenais au collégial, puis là, il disait, pourquoi tu t'entêtes à l'amener là? Mathieu, il a de la misère à l'école, le cégep, c'est pas nécessairement fait pour lui. Puis là, j'avais répondu à Mario, j'avais dit, Mario, laisse-moi aller 2 ans avec, puis on verra après où ça va l'amener. Puis, honnêtement, il n'y aurait pas eu de hockey collégial. Puis je ne suis pas sûr que tu aurais eu un deck. Puis je ne suis pas sûr que tu aurais fini à l'université. Fait que pour moi, tu fais vraiment partie des exemples que je prends régulièrement pour des jeunes. Mais au-delà de ça, ce qui m'avait le plus surpris, c'est que d'un, tu t'en viens que nous autres. Tu réussis à faire ton deck. Là, j'apprends que tu es rendu à l'université, que tu réussis à avoir ton bac. Là, tu es rendu à 25, 26 ans, puis tu m'appelles. Tu dis, salut Pascal, je viens de finir mon bac, j'ai le goût d'aller jouer en Europe. Tu sais, à l'âge que tu étais rendu versus tu avais joué junior 2A, tu aurais pu finir comme tout le monde d'une ligue de bonhomme, à prendre la bière, à boire un petit bid, puis à te dire ma carrière est finie. Mais toi, ça a jamais, on dirait que dans ta tête, ça n'a jamais été fini, puis la flamme du hockey a toujours été allumée. Puis quand tu m'as appelé, je t'avais donné 1 ou 2 numéros, j'avais parlé à un gars, il t'avait rappelé, puis j'étais content. Au début, ils t'ont essayé en Détroit. Je disais, c'est que Matt Tremblay va le faire en Détroit. Voyons donc, il va être trop fort. Puis tu aurais pu, toi, pas y aller, mais non. Tu es parti là-bas avec ton petit sac. Tu as joué 1 année, je pense, en D3 ou en D2. Puis là, aujourd'hui, tu es rendu que tu te fais nommer capitaine de ton équipe en France. Puis quand tu vas revenir, tu as un bac. Je veux dire, tout est comme préparé par en arrière de ça. Honnêtement, jamais on aurait pu penser ensemble à 18 ans, quand tu arrivé avec nous autres, que tu allais avoir un deck, un bac, puis que là, aujourd'hui, tu gagnes ta vie au hockey professionnel malgré tout ce qui s'est passé.
puis qu'un jour, probablement, tu vas revenir puis tu vas être prof d'éduc comme 95% des gars que j'ai coachés qui sont partis là-bas. Mais tu sais, comment tu vois ça au niveau de l'école? C'est quoi, à un moment donné, qui a fait en sorte que tu t'es accroché à l'école? Tu faisais tes sciences humaines, là, puis tu ne savais pas ce que ça allait finir. C'est quoi qui fait en sorte que tu t'es accroché, puis que tu as continué, puis que tu es allé à l'université? Tu aurais pu t'en aller dans le coaching, tu aurais pu jouer senior ici 3A longtemps, puis tu aurais gagné ta vie un peu là-dedans aussi. C'est quoi, à un moment donné, l'élément qui fait en sorte que tu dis, waouh, tu sais, là, cette heure, j'aime l'école, puis j'ai le goût d'avoir un diplôme? Ben, tu sais, comme tu as un peu dit dans tout ce que tu viens de dire, moi, l'école, c'était pas. J'aimais pas l'école. L'école, c'était pas un fit avec moi, tu sais. J'aimais pas ça. Tu sais, à ma première année, comme je disais tout à l'heure, ma première année, puis oui, 2A, c'était Charles Gauthier qui coachait là. Puis Charles Gauthier, il m'a imposé un livret de commentaires de mes enseignants. Puis oui, 2A, t'as quel âge? T'as 10 ans. T'sais, parce que nous autres, il faut que je le dise, là, on s'entraînait à Métabetchouan, à l'aréna de Métabetchouan, 2 fois par semaine. Donc, le mardi, jeudi, on prenait la route avec papa et maman après l'école. Je faisais mes devoirs dans le char en montant jusqu'à Métabetchouan. Je m'entraînais. Après ça, on faisait ça 2 fois par semaine. Fait que, tu sais, puis Charles, il savait tout de suite que à l'école, je n'étais pas incroyable. Fait qu'il m'avait imposé ça. Mes enseignants mettaient des notes dans mes. Des A, des B, des C dans mon agenda. Il fallait que j'amène ça à mon coach à tous les mardis, tous les jeudis. Bam Tam 2A, ça a été un petit peu pareil aussi. C'était pas incroyable, mes résultats. Puis, moi, j'ai doublé mon secondaire 1. OK? Je suis arrivé à l'âge de 17 ans, junior 3. Je venais de finir mes 2 années midget 3 à Polyvalent d'Arvida. Puis là, je jouais sur mes 17 junior 3, puis j'étais encore au secondaire. Fait que c'était soit que je m'en vais habiter en pension à Saint-Fé, puis que je m'en vais dans une nouvelle école secondaire avec du nouveau monde pour mon bal d'étudiant, ou que je décide de rester chez nous. Je continue à la Poly d'Arvida, mais que je monte 3 soirs par semaine à Saint-Félicien m'entraîner. Fait que moi, j'ai pris la décision facile. J'avais ma petite blonde à la Poly d'Arvida. J'ai dit, je vais rester là. Je vais m'entraîner 3 fois par semaine à Saint-Fé en faisant de la route. Mais je veux faire mon bal avec ma blonde, le cave, tu sais. Fait que moi, cette année-là, ça a vraiment pas été facile. Là. Ça a vraiment été tough. Fait que quand je suis arrivé collégial chez vous à 18, là, mon bac, pas mon bac, mais mon diplôme d'études secondaires, je ne l'avais pas, moi. Là. On t'avait fait avoir, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, tu te rappelles ce que vous avez fait, vous m'avez donné l'opportunité d'aller aux adultes pour ma première session. Sinon, je ne pouvais pas jouer la session d'hiver, tu sais. Je me rappellerai toujours, quand je m'étais assis dans ton bureau à ce moment-là, au début de l'année, puis tu m'avais dit là, Chris, je pourrais pas te mettre sur l'autobus, là, on n'est pas sûr de te prendre encore à cause de tes notes à l'école. Tu es obligé de te mettre Landreville sur le bus. Là. Mais moi, j'étais en beau tabarnak. C'est vrai, dans le temps, c'était la grosse photo sur l'autobus. Puis là, j'avais le choix, c'est toi que je voulais mettre, mais tu n'étais pas sûr à cause de l'école. C'est ça. C'est ça. Goaler, parce que c'était plus beau un goaler qu'un joueur. Ben oui, mais tu sais, ça montre qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais mené à rien encore. Là, si je m'aurais pogné le cul aux adultes encore, parce que là, je m'en allais aux adultes, les gars étaient au cégep, moi, j'allais aux adultes. Si je me pognais le cul là, j'avais pas de diplôme. Puis à la session d'hiver, je jouais pas avec toi pour mes années 18 puis mes années 19 non plus, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été encore de travailler, de bûcher, d'aller chercher ce diplôme-là, de pouvoir rentrer en sciences humaines. Tu sais, à un moment donné, tu dis, Chris, ça fait des années que je bûche pour... je fais ça pourquoi, là? Je faisais ça rien que pour jouer au hockey, moi, là. Oui, je sais. Tu sais, c'était rien que pour pouvoir jouer au hockey. Fait que, tu sais, quand j'ai fini mon année collégiale, là, puis j'ai eu mon deck, là, ben, j'ai dit, Criff, je peux bien me faire plaisir, je peux bien faire de quoi avec ça, tu sais. Puis moi, l'université, ça a toujours été quelque chose d'énorme pour moi, puis les gens que je fréquentais, c'était toujours impossible. C'était impossible que Mathieu Tremblay aille à l'université un jour, tu sais. Fait que j'ai dit, garde, je vais y aller, je vais me faire plaisir. Le prof d'éduc, c'est un rêve pour moi. Fait que j'y vais, je le fais, puis je vais montrer à beaucoup de gens que là, ils ont parlé trop vite pour moi au niveau de mes études, tout ça. Fait que j'y vais, puis je le fais. Puis garde, aujourd'hui, il n'est pas fini ce bac-là, mais toutes mes cours sont finis. Il me reste encore mon Christy d'examen de français à passer, mais je vous garantis que je vais le passer un jour. Je vous le garantis, puis je vais l'avoir, ce bac-là.
Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu un parallèle aussi au niveau avec le hockey. Tu sais, j'ai tellement eu d'échecs, j'ai tellement eu d'embûches, j'ai tellement eu de déceptions dans ma vie au niveau du hockey que quand j'ai fini mon bac, quand j'ai fini mes 4 années d'études à l'université puis que j'étais bloqué à cause de mon TECFE, tu sais, je faisais quoi? Là? C'était soit que je me trouvais un job au dépanneur ou à l'épicerie, puis que je faisais mon examen à tous les sessions, puis j'essayais. Ou que, garde, mets ça sur pause, là, puis tu sais, t'as encore la flamme du hockey, t'as encore le goût, regarde, il y a une opportunité qui peut. Essaie de trouver quelque chose pour toi qui peut te. Tu sais, j'avais jamais sorti de mon pays, j'avais jamais pris l'avion de ma vie à l'âge de 25 ans. Puis genre, j'ai dit, OK, regarde, si ça peut se faire, ça se fait. Regarde, t'avais Michael Gagnon qui revenait de là. T'avais Michael Quirion qui revenait de là. Simon-Claude Blackburn. C'était tous des gars que je me voyais dans le même style de joueur qu'eux autres, dans le même niveau qu'eux autres. Puis je me disais, gars, eux autres, ils l'ont fait 1 an, ils l'ont fait 2 ans. Ils ont vu ce que c'était. Puis ils sont revenus ici, puis ils continuent leur vie. Pourquoi je ne pourrais pas le faire, moi aussi, tu sais? Fait que c'est là que je me suis lancé, puis c'est là que je suis parti là-bas. Puis vite de même, Matt Tremblay, c'est quoi son après-carrière? À un moment donné, là, je sais bien que tu es en forme et que tu lâches pas, là, mais à un moment donné, tu fais-tu encore 13,5, 14 au BIP, Matt, à 29 ans? Non? Non, ça s'est calmé un peu de ce côté-là, je te dirais. Hey, je vais être honnête avec toi, Matt. À vie, en 22 ans, tu avais été mon record dans le BIP. Là, j'ai Julien Paquette de Chibougamau qui est arrivé avec nous autres cette année. Je ne sais pas ce qu'il mange, là, mais il t'a battu. Il a finalement battu ton record. Il est monté à 14 au BIP l'an passé. Là. Fait que, Oh, yes, félicitations, au Julien. collège d'Allemand au niveau du BIP. Mais Matt Tremblay, il veut faire quoi après? Là? À un moment donné, tu vas revenir. Je sais que tu vas-tu être un Français? Parce que je sais que tu es en amour avec une fille de la France. Tu vas-tu revenir québécois puis convertir une Française au Québec? C'est quoi Matt Tremblay après tout ça? Là? Ton objectif, je le sais que tu vas finir ton bac, tu veux enseigner, mais tu t'enlignes comment dans ton après-carrière de hockey? C'est ça. Tu sais, moi, comme je te dis un petit peu, là, j'ai rencontré une Française, ça fait maintenant presque 4 ans qu'on est ensemble, fiancés, tout ça. Mais moi, ça a été dès le départ, là, ça a été fixe avec elle. Moi, c'est au Québec que je veux faire ma vie. Donc, nous, on va revenir au Québec d'ici, on dit d'ici, mais là, l'idéal, c'est de revenir d'ici 5 ans pour venir s'installer. On aimerait ça s'installer dans la ville de Québec. Tu sais, avec tout ce que je vais avoir acquis comme bagage en tant que joueur, en tant que professionnel, en tant que, tu sais, d'avoir visité des pays, tout ça. Tu sais, je reviens ici dans 5 ans, tu sais, moi, je vais être ouvert. Là, tu sais, je ne veux pas vraiment dire je vais être prof d'éduc, je vais être prof d'éduc. Tu sais, je ne sais jamais ce qui peut se présenter. Ma vie le démontre. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver l'année suivante. Fait que, tu sais, je ne me mets pas vraiment de barrière de ce côté-là, mais que je revienne ici, je suis ouvert à tout. J'ai coaché pendant 4 ans, ça a été une passion, puis ça l'est encore aujourd'hui. Quand je peux aider en France, coacher des jeunes, tout ça, j'y vais parce que j'aime ça. Je pense que c'est ma 9e conférence en dedans d'un mois que je fais à soir avec toi. Fait que, tu sais, je partageais mon expérience, partager mon vécu, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Donc, mec, je reviens ici, on verra bien, je sais pas. Si on finit, mettons, là, j'aimerais ça qu'on finisse avec une genre des petites questions un peu. Là. Moi, j'en ai. Les gars n'ont pas l'air à vouloir parler un peu, mais mettons, là, vite de même, là, un coéquipier avec qui tu as joué qui est marqué. À part Christian Ouellet, quel coéquipier, mettons, qui t'a vraiment marqué, puis pourquoi il t'a marqué? Ouais? Marqué, coéquipier. Ça peut être Pee-Wee, ça peut être Atome, ça peut être n'importe quand. Là. Il y a sûrement un coéquipier dans ta vie qui t'a marqué. Guillaume Goulet, Pee-Wee 2A. Il a joué, Guillaume. Il a joué à Bécomo. Midget 3, il jouait contre nous autres à Québec dans le temps, ouais. Ouais. Moi, dans le fond, ça a été de drôle hasard parce qu'il est arrivé à Chicoutimi quand son père a déménagé ici. Il est arrivé à Chicoutimi, on était tous les deux au camp du Pee-Wee 2B ensemble la première année. On était les 2 meilleurs joueurs. Lui, il est parti avec les Dynamos. Moi, je suis parti avec les Sags. Puis l'année d'après, on s'est détesté toute l'année parce qu'on était des 2 meilleurs joueurs de la Ligue. Puis on est arrivé l'année d'après. Puis, comme je disais tout à l'heure, on montait le mardi-jeudi, moi puis lui, ensemble, dans le char avec papa et maman. Puis on était les meilleurs chums du monde à ce moment-là. Mais ouais, il m'a marqué parce que ce gars-là, ce gars-là, je me rappelle très bien la première meeting qu'on a eu dans la chambre. Tout le monde capotait. Ce gars-là, il a dit, moi, je vais jouer au hockey dans ma vie, je vais jouer dans la Ligue nationale.
Mais tu sais, quand tu dis ça à l'âge de, je sais pas, t'as quel âge? Puis oui, t'as 12 ans. À quel âge de 12 ans, faut que tu sois coq en sacrament. Là. Ouais, puis il était sa coche, le kid, en plus. Là, mais il était sa coche en Christ. C'était le meilleur joueur, je pense, puis oui, 2A cette année-là. Il travaillait, tu pouvais rien lui reprocher. Mais ce gars-là, il disait, moi, je vais jouer dans la Ligue nationale. Fait que, c'est une manière de voir les choses. Tu dis, Chris, ce gars-là, il avait confiance en lui, mais il démontrait aux autres, puis moi, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Puis, mettons, le joueur le plus talentueux, le meilleur joueur avec qui tu as joué? Matt Duchesne. Ouais, c'est vrai, au Meltdown, je pense, hein? Ouais, exact. Ouais, je me rappelle, je te coachais dans ce temps-là. Tu étais allé au Meltdown, puis tu étais revenu, tu m'avais dit, hey, j'ai joué avec un gars, un Duchesne, je sais pas c'est qui. Là, des années après, ben là, on a su c'était qui, là, mais c'était vraiment le meilleur. C'était la chance de jouer, ouais. Vraiment, c'était une opportunité de fou, là, tu sais. Comme tu dis, on a été invités là-bas. J'avais 15 ans, j'étais avec Pomerleau. On partait là-bas, tu sais, je me rappellerai toujours. C'était Olivier Bergeron qui était à Montréal, qui venait nous chercher, puis qu'on allait manger au McDo avant les games. On arrivait là-bas. Avec Oli, ça me surprend. Ça ne te surprend pas, hein? Ouais. On allait manger au McDo, on mangeait un affaire le matin, on allait au game, puis j'allais m'asseoir à côté de Matt Duchesne, puis on jouait sur la même ligne, on jouait ensemble. Ce gars-là, c'était fou. Alors, à cet âge-là, c'était sûr, si tout le monde parlait de lui, c'était genre, il va jouer dans la Ligue nationale. Puis je me rappellerai toujours, à ce tournoi-là, je suis monté en haut. Après une game, j'allais me chercher, je pense que c'était un jus ou une slush au dépanneur de l'Arena. Puis il y a un bonhomme il y avait 2 vieux bonhommes, 2 gérants d'estrade. Là. Il disait les 2 maths là, qui jouaient là, tantôt. Moi, j'étais là, puis je commandais je tripais bien raide. Mais ouais, ça a été le joueur plus talentueux avec qui j'ai joué. Puis, mettons qu'on parle là, des moments mémorables. Je veux dire, as-tu un moment dans ta carrière, une saison dans ta carrière que tu dis ça, je vais être rendu à 80 ans, puis je vais me rappeler encore de ce moment de hockey-là. Autant que ça peut être un moment avec tes coéquipiers, que ça peut être un moment sur glace, un but en prolongation, une bataille, je ne sais pas. Y a-t-il un moment qui t'a marqué? Ben moi, mon année Bantam 2A, ça a été une année quand même vraiment une année que je me rappellerai toujours. Là. On avait une esti de belle gang. On avait vraiment une belle gang. C'était débile. Il y avait une rivalité de fou avec les Espoirs en face, avec les Verts qu'on détestait pour mourir. C'était débile de jouer ces games-là contre eux autres. C'était malade. On a gagné le tournoi à Saint-Bruno. Je m'en rappellerai toute ma vie. On a sorti Patrick Roy en finale des séries. C'est ça, tu sais. Il y a eu plein de choses. T'sais, moi, au tournoi à Saint-Bruno, j'ai gagné le titre du joueur le plus prometteur. Toute cette saison-là, c'était vraiment une belle saison. Puis c'est une saison, je pense, qui va être marquée, qui va me marquer à vie, je pense. Honnêtement, personnellement, ça fait 22 ans que je coach. Puis, cette saison-là, avec vous autres, Bantam 2A, elle fait partie vraiment de mon top 3, même mon top 2-1 là, des saisons que je vais me rappeler. Autant par la relation que j'ai encore avec pratiquement tous les gars que j'avais cette année-là, versus tout ce qu'on a vécu aussi. Moi, je commençais à coacher dans ces années-là aussi. Fait honnêtement, on a vraiment vécu quelque chose qui est exceptionnel. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, les structures aussi. On pratiquait le soir, on n'était pas à l'école ensemble. Fait quand tu voyais, on voyageait à Saint-Bruno en plein milieu de la semaine pour les pratiques dans une grosse tempête, puis les gars descendaient de Dolbeau à tous les soirs pour venir pratiquer avec nous autres. C'était assez exceptionnel. Puis honnêtement, la chimie de groupe, ce qu'on a réussi à créer cette année-là, c'est assez exceptionnel. Puis ça fait partie aussi de mes souvenirs que je vais me rappeler là, quand même bien longtemps. Puis en plus, comme tu dis, il y avait une belle rivalité avec l'autre. Fait qu'on se faisait un plaisir dans les journaux là, de s'amuser dans cette rivalité-là. C'était plaisant aussi. Puis à la limite, que tu des coachs autant positifs que négatifs, des coachs qui ont marqué ta carrière, là, qui ont fait en sorte que tu es devenu ce que tu es. Tantôt, tu parlais de Claude Bouchard. À sa façon, Claude, pour moi, il a marqué ta carrière parce que ce qui te fait vivre a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es aussi. Tu as une coin dure parce que tu as passé à des bouts durs un peu. Fait que, y a-tu des éléments, y a-tu des coachs comme ça aussi que tu peux te rappeler? En France, tu n'as-tu eu? Je sais pas. Ben, c'est sûr que Claude Bouchard, comme tu dis, là, il m'a marqué des deux façons. Je peux en parler en mal de lui, là, comme je peux t'en parler pendant une demi-heure en mal de lui parce qu'à quel point j'ai détesté. Mais je peux t'en parler pendant une demi-heure en bien pour ce qui m'a amené en tant que joueur de hockey. Après ça, toi, c'est sans aucun doute, c'est normal. On s'est fréquenté pendant 6 saisons du Bantam 2A au collégial. Donc, je pense que tu as été en mesure de sortir le meilleur de moi-même à chaque saison. Puis, tu m'as permis de devenir la personne que je suis puis le joueur de hockey que je suis aujourd'hui.
Ça, je serais toujours reconnaissant envers toi. Puis c'est pas parce que tu es là aujourd'hui que je le dis, puis c'est pas parce que c'est avec toi. Là. Tu le sais très bien, je te l'ai déjà dit, puis c'est comme ça. Puis en France, ben, je dirais que oui, ma première année à Limoges en Division 2, c'était un Slovaque, Pavol Mialik, le coach là-bas. Puis c'est sa première expérience en tant que coach. Il venait de finir sa saison. L'année d'avant, il était joueur à Limoges, puis il venait de finir sa carrière de joueur. Il se lançait en tant qu'entraîneur. C'est sa première expérience. Puis moi, j'ai eu une relation de fou avec lui. Il m'a nommé assistant cette année-là, puis il m'a vraiment beaucoup aidé en tant qu'étranger en France. Il m'a vraiment beaucoup aidé sur la façon d'appréhender un peu là, le hockey français. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup aidé. Puis je pense que c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ma carrière professionnelle en France se porte comme elle se porte. C'est cool. Y a-tu des gars qui auraient des questions des fois, Mathieu? Là, peu importe, là, ça peut être avec sa blonde, ça peut être avec n'importe quoi. Matt, il va être bien ouvert. Là. C'est probablement le joueur le plus loveuse que j'ai coaché en 22 ans, Matt. Puis, tu sais, j'ai des anecdotes que je ne pourrais pas compter parce qu'on a tellement vécu de choses ensemble, là, mais il y a des situations là, vite de même là, que Mathieu a déjà rentré dans mon bureau un jeudi matin pour me dire que ça ne tentait pas trop de venir pratiquer parce qu'il s'était passé quelque chose avec une demoiselle au bar, mais la demoiselle en question était la blonde d'un de ses coéquipiers. Fait que, tu sais, c'est... Ça m'a donné beaucoup de gestion à faire, mais au bout de la ligne, la solution que j'ai trouvée, c'est de les mettre toutes les deux sur le même trio pour la fin de semaine. Puis Mathieu avait scoré 3 buts le samedi. Fait que, tu sais, c'est tous des petits moments que je vais me rappeler toute ma vie. Mais y a-tu des gars comme ça? Il y a des gars, je sais, qui ont joué pour Mathieu. Y a-tu des gars qui ont des questions pour Matt un peu? Moi, j'aurais une question. Yes. Là, tu es dans la Division 1. Ouais. Et as-tu prévu, t'aimerais-tu ça monter, mettons, Magnus ou je sais pas si une entre les deux, là, entre la D1? Oui, c'est ça, la Magnus. Après la D1, c'est la Magnus. Je te dirais que oui, c'était un objectif que j'avais quand j'ai fait mon saut en D1 après ma deuxième saison. C'était un objectif que j'avais de jouer Magnus, de jouer 44 matchs, de vraiment le hockey professionnel le plus haut niveau en France. Puis, ça a changé, pas que ça a changé, mais ma vision a changé dans les dernières années. Je suis rendu à pas loin de 30 ans. C'est pas que j'ai plus envie de jouer au hockey, c'est que de la manière que je vis ma vie en ce moment, à jouer un match par semaine, m'entraîner toutes les... Je vais vous mettre dans la situation à Brest. Là, à Brest, j'habite sur un terrain de golf. Je m'entraîne le matin, l'après-midi, je joue au golf, puis le samedi, je joue ma game de hockey. Ça, c'est ma vie en ce moment. Là, c'est sûr que la pandémie fait autrement, là, mais normalement, ça, c'est ma vie. Fait que je m'en irais jouer Magnus. Oui, je jouerai au hockey full pin 3 fois par semaine. Je m'entraînerai aussi tous les jours quasiment. Mais je ferais peut-être même pas un meilleur salaire. Puis je serais pas mal moins souvent à la maison. Je verrais moins ma femme et tout ça. Fait que la décision a fait qu'aujourd'hui, je me dis, à l'âge que je suis rendu, j'aime bien ce que je fais. Mais de là, à partir de tous les jours, sur la route, je suis plus rendu là, je pense. Ouais, parce qu'un petit voyage, c'est 5 heures, 5 heures, 5, 6, 7, c'est les petits voyages. Là, joué en Magnus, Christian, toi, hein? Ouais, ben, un an. Moi, j'ai joué 2 ans en France, une année en Magnus, une année en D1. OK. C'est une grosse différence entre la Magnus et la D1? Pardon? La différence entre la D1 et la Magnus, est-tu vraiment grande? Ben, c'est les joueurs français. Là. C'est sûr, certain que les bons joueurs français sont tous en Magnus, mais le niveau de jeu, les gars, ils patinent. Là. Ils ont des belles habiletés. Puis, c'est sûr, certain qu'un match semaine, là, les gars sont dans le tapis. Puis, c'est sûr que le côté hockey scène, c'est moins long un peu. Mais le niveau de jeu, il est vraiment bon. Puis, tu as moins de pression aussi parce que c'est tellement axé sur les statistiques aussi là-bas que, là-bas, là, il y en a des fois, tu arrives, la game a fini 5-4, le gars il finit avec 4 passes, mais tu regardes ça après ça, hein, il finit avec 4 passes, ce gars-là, mais il était même pas sans lance pour 3. Fait que, des fois, tu fais comme, puis ça joue là-dessus, l'année d'après, tu signes ton contrat parce que tu as fait plus de points que l'autre, puis des fois, c'est ça qui est plate un peu. Fait que... Mais comme Matt dit, c'est vrai que, quand moi, ma dernière année, j'étais sur le bord de l'eau, fait que, d'aller à la plage l'après-midi, puis s'entraîner comme un malade le matin, c'était parfait. Sinon, ben là, c'est rendu 45 matchs, je pense, la Magnus. Fait que,
les voyages, c'est débile. Là. C'est du 10, 11 heures, 12 heures de temps. Fait que t'arrêtes pas. Là. Fait que... OK. Mais c'est sûr, Ouais, certain c'est ça. que le niveau de jeu est très bon. Puis c'est comme Matt dit aussi, le salaire ne sera pas meilleur. Là. Fait que... Y a-tu des gars qui ont d'autres questions? Moi, j'en ai une. Ouais, vas-y, mon Jeff. Donc, salut Matt. Donc, on s'est croisés Hey, un Jeff. peu. Là, je suis chum à Midgigas. Si tu te souviens bien. Yeah, je me souviens de toi. Yes. Hey, je voulais savoir, le calibre dans lequel tu joues actuellement, il pourrait se comparer à quoi dans le hockey qui joue ici en Amérique? Chris, c'est une bonne question, Jeff. Je m'ai fait poser souvent celle-là. J'ai beaucoup de difficultés à répondre. Chris va sûrement pouvoir m'aider là-dessus. C'est dur à dire. Tu sais, le hockey est tellement différent là-bas. C'est un jeu que je pourrais dire qu'il est peut-être plus rapide. Mais encore là, c'est des grandes glaces. Des fois, ça a l'air rapide, mais ça ne l'est pas. Chris, t'en penses quoi, toi? Ben, Chris, il a joué partout. Il est allé jouer en Australie, Chris, où il n'y a même pas de glace. Fait qu'il il est sûrement capable de nous aider là-dedans un peu. Tu sais, Chris, il a joué dans la cause, il a joué dans la Ligue nord-américaine. Fait que, tu sais, c'est souvent ces ligues-là qu'on veut comparer à la France, mais c'est dur quand tu n'as jamais joué là. Moi, j'ai jamais joué là. Fait que Chris, je pense qu'il est mieux placé pour le dire. Là. ouais, comme tu dis, c'est sûr, ça patine. La glace est plus grande aussi, là. Ça dépend des endroits, mais tu sais, comme tout ce que tu joues à Brest, la glace, une glace olympique, là, fait que de l'espace, il y en a, fait que c'est moins physique un peu. Mais tu sais, comparativement à la Magnus, c'est ça, la D1, les gars, ils ont un petit peu moins de hockey. Fait que tu sais, les gars, mettons, au lieu de faire un jeu, là, faire une passe, les gars vont en placer, puis ça va patiner, ça va patiner, ça va patiner. Puis à un moment donné, les gars, ils patinent, par exemple. Pour patiner, ils patinent, mais pour faire des passes, des fois, il faut que tu joues avec des Canadiens, parce que, tu sais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, c'est un bon... le niveau est vraiment bon, là, tu sais. Côté robuste, c'est pas robuste. Mais, tu sais, c'est trippant parce que tu vas arriver, mettons, à Dunkerque, c'est là où il y a eu la guerre un peu, là, dans le nord. Puis là, tu sais, c'est une place que c'est sombre un peu, tout ça. Puis l'aréna, tu sais, c'est comme des filets tout le tour. C'est pas vraiment des vitres. Fait que là, puis là, le monde, ça chante. Puis c'est dur de jouer là parce que justement, c'est une petite glace. La bande, c'est tout croche. Là, il doit y avoir 3 pouces de glace sur le bord de la bande. Fait que ça rebondit partout. Le plafond, il est bas. Fait que, c'est comme un peu intimidant. Fait que, c'est un trip vraiment d'aller jouer là. Tandis que tu vas jouer à des places un peu... je me rappelle, là, quand j'étais à Magnus, on allait jouer à Rouen, à Grenoble. C'est les 2 grosses équipes en France. Puis, là-bas, si tu sortais de là avec un avantage numérique dans le game, c'était bon. Là, la foule intimidait tellement l'arbitre que c'était pas facile juste à cause de ça. Puis, c'est quand même trippant de voir ça. Fait que, c'est dur de comparer les deux. La Coupe de France, on l'a déjà vu, Matt, hein, la Coupe de France, tu peux jouer Division 2 contre de la Magnus, tu peux jouer Division 1 contre de la Magnus, tu peux jouer... C'est vraiment un tournoi. Tu perds, tu es éliminé, tu gagnes, tu continues. Fait que tu peux jouer contre n'importe qui. Puis ça arrive souvent que des petites équipes en D1 peuvent battre des grosses équipes en Magnus, justement parce qu'ils pensaient que ça allait être facile. Puis le style de jeu est tellement bizarre que tu fais que, bon, ben, finalement, tu te ramasses en 3e, il reste 5 minutes, puis tu perds par un but. Fait que, c'est du hockey, c'est du hockey. Fait que, c'est sûr, certain que. Il y a des bons joueurs de hockey, par exemple. Là. Le niveau de jeu, là, je pense que ça s'en vient de mieux en mieux. On peut-tu comparer les marquis avec la Magnus? Ben, tu sais, c'est pas le même style, hein? Ben, c'est pas le même. Ben, mais oui, ça pourrait. C'est sûr que la Ligue nord-américaine, le fait de ne pas pratiquer, là, nous autres, je pense qu'il y a une équipe dans la Ligue, c'est Sorel, puis je pense que Laval pratiquait un peu, puis ça paraît. Je dois pratiquer une fois semaine, de toucher à de l'as, de faire des passes, rouler le pipi un peu. Ça paraît, mais il y a des méchants bons joueurs là, en Magnus. Sérieusement, là, Nicolas Deschamps est là, des gars repêchés là, qui n'ont pas eu des carrières NHL, mais qui ont joué quelques matchs, puis des games dans la Ligue américaine, il y en a, puis des bons Tchèques, des bons Suédois, des Finlandais, il y en a. Fait que, c'est quand même un bon niveau de jeu. Là. Y a-t-il d'autres gars qui auraient des questions? Silencieux. Ben écoute, Matt, ces gars, ils n'ont pas plus de questions. Ouais, vas-y, Samy, ouais, je suis content. Cool, merci, Samy. Dans le fond, avec le COVID, là, vous autres, est-ce que ça roule encore le hockey ou c'est comment ça se passe? Là? Parce que nous autres, présentement, on n'a pas de hockey pendant tout. Là, fait que j'aimerais ça savoir si vous autres.
Yes, salut boys. Nous autres, comment ça se passe, c'est que jusqu'au mois d'octobre, on jouait, tout était beau, on avait du monde des estrades, ça se passait bien. Puis la crise a commencé à être plus difficile, donc le président du pays a décidé de mettre ça en confinement. Fait que la fédération a suspendu le hockey. Puis depuis ce moment-là, comme j'ai dit un peu tantôt, non, on n'était pas en ligne à ce moment-là. Dans le fond, nous autres, la ville de Brest a décidé de fermer l'aréna carrément. Fait que nous autres, on ne pouvait plus s'entraîner sur la glace, on ne pouvait plus s'entraîner au gym. Fait que là, le président nous a dit, garde, si vous voulez retourner chez vous, profitez-en pour rentrer chez vous, aller voir vos familles. Parce que, mec, on recommence, il n'y aura plus de congés, il n'y aura plus rien, c'est jusqu'à la fin de l'année. Fait que c'est ça, nous autres, on est vraiment off, tandis que les autres équipes, eux autres, je parle avec certains joueurs qui jouent dans les autres clubs en D1, s'entraînent encore. En Magnus, ça ne joue plus non plus. Au début de l'année, dans le fond, il y avait cédulé quelques matchs qui allaient être télédiffusés. Puis ces matchs-là, ils les ont gardés. C'est quand même bizarre à dire, mais genre, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de hockey. Ça fait un mois que tu ne joues pas, tu t'entraînes. Puis genre, le vendredi prochain, il y a une game Grenoble-Rouen qui va être diffusée. Elle va jouer, mais à huis clos. T'sais, c'est bizarre, je pense que ça a été mal géré. Mais ce qui s'en vient pour nous, c'est que là, normalement, on va reprendre les entraînements à partir du 5 janvier. Puis la saison va débuter, va reprendre là, entre le 20 et le 25 janvier. La Fédé est en train de refaire un nouveau calendrier parce que nous, normalement, on joue un match semaine. Mais là, pour finir dans le temps, ils vont prolonger la saison peut-être d'un mois. Mais pour finir dans le temps, on va jouer 2 fois par semaine. Puis ils vont ils vont minimiser les déplacements et tout ça. Donc, si tu vas jouer dans les Alpes, par exemple, à Mont-Blanc, tu vas aller jouer à Chambéry, qui est à 1 heure à côté, le lendemain. Puis après ça, tu vas rentrer chez vous. Fait que c'est comme ça que ça s'enligne pour nous autres dans les prochains mois. C'est bon, merci. Merci à vous pour la question. Moi, j'aurais une question. Là. Je voulais savoir, mettons, je sais qu'en France, il y a beaucoup de soccer aussi. Puis, je voulais savoir, mettons, y a-t-il beaucoup de fans qui viennent vous voir ou c'est plus un peu vide dans les estrades? C'est une bonne question parce que c'est vrai que comme nous ici, notre sport national, c'est le hockey. Là-bas, le sport national, c'est le soccer, c'est le foot européen. Puis c'est vrai que des fois, tu peux voir ça comme ça, mais là-bas, c'est quand même spécial parce que comment ça fonctionne, c'est que les gens sont vraiment attachés à leur sport. Donc, quand je dis ça, c'est que si, mettons, la personne est un grand fan de foot, elle n'ira pas voir du hockey ou elle n'ira pas voir du rugby. Si elle est fan de foot, elle va aller voir que du foot. Elle n'a pas envie d'aller voir d'autres sports. Donc, le monde sont vraiment attachés à leurs équipes, attachés à leur sport. Nous autres, à Brest, il y a une équipe de Ligue 1, là, le meilleur niveau en France de foot. Puis, nos games, on peut accueillir à peu près 2000 personnes à Brest. On va avoir une moyenne de 1200 à 1500 personnes à chaque match. Donc, mais c'est vraiment nos spectateurs à nous. C'est vraiment toujours les mêmes personnes. C'est pas comme ici un petit peu là, où le monde va aimer aller découvrir le hockey. Ils vont aller voir pour sentir. Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, tu as 1200 personnes. Sur les 1200, tu en as 800 qui chantent comme des débiles. Puis le reste, c'est les sponsors qui prennent le petit coupe de champagne. Là. Fait que, mais tu sais, oui, il y a du monde, mais tout dépendant encore où tu vas. Tu sais, nous autres, on a une capacité de 2000, tu vas avoir 1500. L'année passée, je jouais à Tours, on avait une capacité de 2000, il y avait 2000 personnes tout le temps. Mais tu vas aller jouer dans les Alpes à Mont-Blanc, où il y a une capacité de 3000 ou 2000 à peu près, il y a 400 personnes dans les estrades. Mais tu sais, eux autres, c'est les Alpes. Eux autres, ils n'ont presque pas de monde qui habite là. C'est que du tourisme. Fait que si tu vas jouer dans la saison touristique, t'es chanceux, il va y avoir du monde à côté. Mais si tu vas jouer en plein mois de septembre, où il n'y a personne là-bas, il n'y aura personne. Mais c'est ça. C'est différent de ville en ville, mais normalement, il y a du monde là. Tantôt, Mathieu, tu parlais justement, on a l'habitude justement de voir les partisans européens au soccer, des affaires comme ça, qui sont comme fous un peu. Les partisans de hockey en Europe sont-ils aussi fous? Justement, dans les gradins, sont-ils autant partisans qu'ils peuvent l'être avec le soccer ou sont plus tranquilles un peu au hockey? Je dirais qu'ils sont plus tranquilles que si tu compares ça au foot.
Mais je ne sais pas ce que Chris en pense de ce côté-là, mais moi, comme je le vois, si je peux le comparer ici, mettons, il va y avoir une mise en échec là, sur la bande. Tu n'entends personne dans les estrades crier. Là. Okay. Le monde s'en fout là, ben raide. Là. Mais pogne le puck dans ta zone, puis va-t'en en contre-attaque, par exemple. Tout le monde se lève, tout le monde crie. Là. Le monde, ils veulent voir le spectacle du sport. Ils veulent voir des beaux jeux, de la discipline. Ça, ils aiment ça. Va pas faire un coup de cochon, tu ne te feras pas applaudir là-bas. Là. Le contraire des marquis. C'est ça, exactement. Ouais. Mais tu sais, le monde, c'est ça. Le monde, là-bas, tu sais, tu as tout le temps un groupe qui est identifié à l'équipe. Là, comme nous autres, à Brest, les Albatros de Brest, ben, tu vas avoir le fan club des Albatros. Eux autres, c'est un groupe, c'est un fan club. C'est le groupe. Ils sont là à tous les matchs, à la même place assis. Ils sont peut-être 10 ou 15. Il y en a un qui a des maracas, l'autre, il y a une flûte, l'autre, il y a des tambours. Ils ont tous les instruments de musique, puis ils sont là, puis ils chantent toute la game, puis ils nous encouragent. Puis ils encouragent l'autre équipe aussi. C'est vraiment fair play. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait le charme aussi là, des games de hockey qu'il y a en France. Puis c'est partout pareil en Europe, mais en France, ce que je vis aujourd'hui, là, c'est ça. Puis c'est le fun de voir ça aussi. Là. Après game, il faut que tu ailles applaudir ceux-là qui t'ont fait un spectacle de musique. Il faut que tu ailles leur dire merci. C'est différent, mais c'est le fun. Ah, c'est un beau trip. Y a-tu des gars qui ont d'autres questions? Ben, moi, je veux savoir si tu es payant ou pas tant. Genre. Je sais pas. Non, mais c'est une bonne question parce qu'on se pose souvent la question. Moi, je parlais de Matt Duchesne là, tantôt. Je ne fais pas le même salaire que lui. Là. Mais c'est payant parce que tu n'as pas de charge à payer, tu n'as rien à payer. On est étranger, on s'en va. Ils viennent nous chercher pour aller jouer là-bas. Fait que, je parle juste de Chris qui était en Anglette. Chris, il avait son char payé par l'équipe. Il avait sa maison payée par l'équipe. Je ne sais pas s'il y avait des tickets resto, des affaires comme ça, mais différentes équipes, ils t'offrent des choses. Fait que, moi, j'habite sur le golf. J'ai mon appart de payer sur le golf. Je veux aller jouer au golf, ça ne me coûte rien. J'ai un char fourni par l'équipe, excuse. J'ai mon salaire dans le mois. Il me reste quoi à payer après ça? Il me reste mon épicerie. Mais sur une épicerie d'un mois, sur le salaire que je fais, ben, il y en a beaucoup que je peux empiler et que je peux envoyer au Québec. Là, fait que c'est payant à sa façon parce qu'on n'a rien à payer. Mais si tu veux gagner des millions, on ne va pas jouer en France. Mais le vino n'est pas cher, par exemple, hein? Ouais, le vino n'est pas cher, ouais. Le vino pas la baguette de pain non plus. Mais tu sais, je connais Mathieu, il est quand même assez vite. Probablement qu'il dit à sa blonde, vu que je paye la maison puis le char. Fait qu'au bout de la ligne, Matt, il paye rien. C'est ça. Moi, je mets avec le... C'est vrai que c'est son genre. Une question, c'était cool, les gars. Il y a des bonnes questions. Y en a-tu d'autres qui en ont? Ah, oui, j'en ai une. Y a-t-il une adaptation à avoir à habiter en Europe puis à venir au Québec ensuite? Y a-t-il une adaptation à avoir? Oui, c'est sûr que oui, parce que c'est une différente culture. C'est différent là-bas. Moi, la première chose qui m'a le plus étonné, c'est les heures de repas. C'est vraiment différent. Déjà là-bas, sans dire qu'ils ont 4 repas, mais ils mangent 4 fois dans une journée. Eux autres, ils ont leur petit déjeuner. Donc, ils se lèvent le matin, ils prennent le petit café avec leur petit croissant ou pain au chocolat. Après ça, ils vont aller dîner. Donc, ils vont manger sur l'heure de dîner, sur l'heure du midi. Puis après ça, à 4 heures, ils appellent ça le goûter. Donc là, ils vont remanger un petit quelque chose. Puis Chris, tu vas souper à 9 heures le soir. Fait que tu sais, c'est quand même fucké pareil. Là. Moi, j'arrivais de l'école là, ici à 4 heures, j'avais faim. Ma mère a dit, tu ne manges pas, on soupe dans 1 heure. Mais moi, j'arrive en France, ma blonde a dit, j'ai faim, on mange une crêpe à 4 heures, câlisse. Ben, faut que j'attende jusqu'à 9 heures pour manger. Oui, c'est vrai que c'est une adaptation, c'est différent. Puis quand je reviens ici, ben, c'est de me revirer de bord de ce côté-là. Moi, quand mes parents arrivent et disent on mange à 5 heures, ben, moi, à 5 heures, j'ai pas faim parce que je suis dans ma routine. Mais ça, c'est une des choses qui est très différente lors des repas. Après ça... La langue, Mathieu, là, je t'entends, je t'écoute. Je trouve ça correct, mais quand tu es là-bas, as-tu l'accent français? Moi, c'est ma peur qu'un jour tu m'appelles et que tu aies l'accent français. Non? Ben oui, ou quand même un petit peu. Je le prends certaines fois parce que
au début, je le prenais beaucoup parce que j'étais écœuré de répéter parce que les gens ne comprennent pas. Les Québécois, on est des personnes qui parlent très vite et qui n'articulent pas beaucoup. Puis là-bas, ben, le français, c'est tu parles doucement, tu articules bien et tout ça. Donc, nous autres, on arrivait, puis on parlait, puis puis ils comprenaient pas ce qu'on disait. Fait que j'étais toujours en train de répéter. Fait qu'à un moment donné, puis à l'oreille aussi, tu entends tout le temps parler le français de France. Fait que tu prends les mots, tu prends les expressions. Donc, oui, tu l'utilises. Mais moi, avec ma blonde qui est française, je parle en québécois, elle comprend très bien. Là. Fait que puis, aussi, dans la chambre, on est quand même souvent plusieurs Québécois dans les équipes de hockey là-bas. Fait que, c'est le fun, tu parles avec les gars, les Québécois. Mais, aussitôt que tu parles avec un Français, ben, tu vas te faire plus attention. Sans vraiment vouloir dire que tu vas parler en français de France, mais tu vas juste parler moins vite, puis tu vas articuler pour qu'ils comprennent un peu ce que tu veux dire. Y a-t-il un genre de raciste au niveau des cultures? Des fois, on entend parler les Québécois qui vont jouer aux États-Unis, il y a un genre de racisme. Mettons, les Québécois qui arrivent en France comme ça, comment est-ce qu'ils vous traitent, les Français, les coéquipiers? Y a-t-il une différence? Sens-tu qu'il y a des clics un peu ou c'est cool? Honnêtement, dans l'ensemble, ça se porte quand même bien. Les gars nous apprécient. Déjà qu'il n'y a pas de barrière de langue en arrivant là-bas, les gars aiment bien les Québécois. Surtout qu'il y en a quand même beaucoup en France, dans les équipes. On est quand même appréciés. Mais c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que l'année dernière, j'ai vécu une expérience moins positive de ce côté-là avec un Français que lui nous voyait un petit peu comme quelqu'un qui vient voler sa job. Puis on était au party du Nouvel An le 31 décembre. Le capitaine nous avait tout invité chez eux. Puis on était tous là-bas, puis grosse soirée, puis super le fun. Puis là-bas, il y a le Français que je parle justement a pris le téléphone d'un autre Français pour écrire sur notre groupe WhatsApp, sur notre groupe Facebook, là, si je peux dire, la conversation. Il avait écrit les Québécois, vous êtes tous des suceux de bite, allez sucer le coach, retournez dans votre pays, bande d'enculés. Puis le lundi, quand on est revenu à l'entraînement, le capitaine avait demandé à David, si je dis David entre guillemets, c'est-tu toi qui as écrit ça? Il dit non, c'est pas moi, c'est lui qui a écrit ça, qui avait pris mon téléphone. Fait que il a dû s'excuser devant tout le monde, mais il l'a dit, je m'excuse, mais je le pense vraiment. Vous venez ici voler nos jobs, puis vous êtes vraiment des enculés. Fait que je te dirais que je pense que c'est une personne qui est dans l'eau, qui est pas mal tout seul. Après, plusieurs doivent le penser aussi, mais n'ont pas les couilles de le dire. Lui, il le dit. Puis après, il dit, mais je m'en calisse de toi, moi, là. Au final. Là. Rendu là, c'est arrivé une situation comme ça, mais on a des Québécois qui sont aussi caves que ça, pareil, dans un vestiaire. C'est ça, exactement. Tout à fait. Probablement que le gars, il serait cave, pareil, peu importe où il serait venu au monde. Là, fait que, c'est ça, exactement, ouais. C'est quand même le fun. Y a-t-il d'autres questions, les gars? Bon, mais c'est quand même le fun, Matt. On a eu une couple de questions. Je suis content. Je tiens à te remercier au nom de notre organisation, ton organisation que tu m'as aidé là, à décoller aussi. J'ai bien apprécié jaser avec toi. On ne se voit pas souvent. J'ai hâte de te revoir en personne un peu parce que là, en plus, tu descends et la circonstance fait qu'on ne peut pas se voir. Tu es toujours le bienvenu dans notre vestiaire. Là, je vois tes chandails en arrière. Je vais fouiller. Si je n'ai pas ton chandail numéro 18 des Janois, là, le premier à l'époque, si je le trouve, le bleu, là, ça va me faire plaisir de te le donner en cadeau pour que tu puisses mettre ça à côté des taureaux de feu et de toutes tes équipes. Sincèrement, un gros merci, Matt. Je suis vraiment content. J'espère que les gars ont apprécié. C'était pas nécessairement une conférence, mais je voulais vraiment que les gars voient un gars de chez nous qui a passé en même place qu'eux, puis qu'aujourd'hui, qui réalise un rêve de gagner sa vie avec le hockey, puis qui a un bac, puis qu'un jour, il va réussir son examen de français et être un excellent prof d'éduc. Fait que, un gros merci encore, Matt, puis je suis vraiment fier de ce que tu es devenu, puis au plaisir de se revoir bientôt, mon homme. Ben, merci à toi, merci de l'invitation. Merci à vous, les gars. Merci à Chris aussi, mon bon chum Chris, qu'on devrait se voir bientôt. En tout cas, merci à vous, les boys. Je vous souhaite là, de continuer de travailler fort. C'est plate ce que je dis, mais c'est ça pareil. En ce moment, on n'est pas dans une situation très agréable pour personne. Mais moi, je vais le dire, je le dis dans toutes mes conférences, mais aujourd'hui, c'est pas facile quand tu es un joueur de hockey et tu ne peux pas embarquer sur la glace puis tu fais juste t'entraîner hors glace et des affaires comme ça. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est d'être meilleur qu'hier. Puis je pense que c'est comme ça que vous devez voir ça aussi. Parce que, mec, le puck drop sur la glace, mais que ça va être le temps.
il n'y aura pas moyen de dire j'aurais donc dû. Fait que c'est aujourd'hui que vous devez faire les deuxièmes efforts. Fait que je vous souhaite de prendre soin de vous à tous, puis espérant que vous allez pouvoir revenir sur la glace bientôt. Puis espérant vous revoir dans une arena dans un avenir proche. Hey, un gros merci, Matt. On se Matt. Good job. Merci. revoit.